Les propos de l'ancien chef de l'État ivoirien n'ont pas fini de faire couler encre et salive. Henri Bédié, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a maintenu jeudi dernier ses propos controversés sur les étrangers et a accusé notamment le gouvernement du président Alassane Dramane Ouattara de vouloir le museler. On fait venir des étrangers armés et qui sont stationnés dans beaucoup de villages. Si c'est pour venir fausser les élections de 2020, nous voulons le savoir. Il faut que nous réagissions pour que les Ivoiriens ne se sentent pas étrangers chez eux. Voilà, mot pour mot, les propos tenus par l'ancien chef de l'État. C'était devant des cadres et sympathisants de son parti, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI. Dans quel contexte situé les propos de l'ancien chef de l'État sont-ils effectivement tendancieux? La réaction du régime ivoirien peut-elle se justifier dans un climat où les appels à la paix et la cohésion se multiplient? Y a-t-il effectivement danger sur la Côte d'Ivoire autour de la présidentielle de 2020? Côte d'Ivoire, propos de Bédié sur les étrangers, quelle incidence sur l'avenir politique du pays? C'est le thème de l'émission du jour. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. Place au débat, on revient après l'intermède. Et sur ce plateau avec nous, d'abord, Souleymane Hamzat, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du mouvement patriotique de la jeunesse panafricaine, consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Un plaisir de vous avoir également, Hilaire Kofidia, bonjour. Bonjour, monsieur Joannès. Vous êtes juriste, vous êtes également analyste politique, très présent sur le plateau de Angle de Vue. Un plaisir de vous avoir aussi. Messieurs, nous allons situer, si vous le voulez bien, le contexte dans lequel le président Henri Bédié a tenu ces propos-là. Il s'adressait à des militants et à des sympathisants de son parti. Il a dit, en gros, in extenso, ce que j'ai rappelé. Est-ce que, selon vous, Souleymane Hamzat, ce sont des propos qu'un cadre de ce niveau-là peut se permettre dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui? Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, dans la Côte d'Ivoire, on ne sait vraiment plus qui est qui fait quoi. J'évoquerai par la suite les raisons pour lesquelles tenir des propos de ce genre et venant d'une personnalité comme le président Bédié, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat, surtout que la Côte d'Ivoire vit en ce temps une turbulence politique, au niveau politique. Et ça n'agrée pas, ou ça ne permet pas, n'est-ce pas, que la Côte d'Ivoire puisse traverser les prochaines échéances électorales dans la paix. Ce sont des propos durs, mais qui, en réalité, au fond, trouvent leur source quelque part. Comment donc? Expliquez-nous. J'estime qu'un président, une personnalité du gabarit du président Bédié ne puisse pas venir balancer des salades comme ça dans un meeting aussi populeux que celui qu'on a vu à la télé. Et il faut reconnaître que l'Ivoirien aussi lui-même est très susceptible par rapport à des propos visant l'étranger. On a déjà connu des crises par rapport au concept d'ivoirité qui jusqu'à là a été même à la base de la division au niveau culturel et socio-culturel de cette nation-là. Donc, si le président Bédié affirme ce genre de choses, on regarde quand même les télés, on écoute la radio. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire elle est multiculturelle. On se demande qui est ivoirien aujourd'hui, qui ne l'est pas. Donc, ce sont des propos qui ont certainement quelque part leur source dans son expérience politique déjà à lui, d'une part, parce qu'il faut remonter à la présidence sous Houphouët-Boigny, sous lui-même Bédié, après sous le général Guy Robert, et sous le président Gbagbo, et ensuite sous le président Alassane Ouattara. Donc, vous sentez que ça s'ethnie plus, ça se régionalise plus, et ça va même jusqu'à la tendance religieuse. Parce qu'aujourd'hui, on voit que l'autre, il est Bété, l'autre, il est Djoula, alors qu'au temps d'Houphouët-Boigny, il n'y avait pas ça. Donc, on a cette crainte-là
que ça risque de pousser vers des conflits communautaires, et c'est le cas aujourd'hui. Le cas aujourd'hui, notamment dans le champ de la Côte d'Ivoire, où on a déploré tout au moins 16 morts. Ila Kofiga, est-ce qu'un chef d'État ou un ancien chef d'État de cette trempe-là peut se permettre de tenir de tels propos dans la République, alors même que nous savons tous que visiblement 2020, ça risque de créer quelques froissements, on va le dire comme ça. Avant le chef d'État ou l'homme d'État, il a existé l'État. Donc, ancien ou chef d'État, vous n'êtes pas l'État. Et un homme d'État parle sans état d'âme, mais avec une âme d'État. Par conséquent, les attaques ad hominem tirent le débat politique vers le bas. Et c'est ce que tente de faire le président Bédié. Parce que nous ne sommes pas amnésiques. Il était en fusion avec Ouattara. Et ils ont créé un nouveau parti, le RHDP. Du nom de RHDP. Les mots qu'ils dénoncent aujourd'hui n'étaient-ils pas présents pendant qu'ils étaient ensemble? Et il a suffi qu'ils soient divisés pour qu'ils trouvent tous ses poux sur la tête de son alter ego d'hier. Et ce qui m'amène à copier la pensée de James Clark. Il dit: la différence entre le politicien et l'homme d'État, c'est que le premier pense à la prochaine élection, alors que le second, il pense à la prochaine génération. Aussi bien Bédié que Ouattara sont tous deux au crépuscule de leur vie. Et la morale voudrait qu'ils gèrent le pays avec un minimum de tenue et de retenue. Par conséquent, qu'ils dégagent. Parce que c'est des sages qui refusent de faire preuve de sagesse et qui sont fondamentalement contre le renouvellement de la classe politique. Et ce sont ces gens d'agissement ou de comportement qui minent nos États africains aujourd'hui et qui ne sont que des terreaux pour les conflits communautaires, comme l'a si bien dit mon vis-à-vis. Alors, aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a quand même rassuré de sa disponibilité à transmettre la Côte d'Ivoire à une jeune génération, et c'est visiblement parce que il se murmurait que le président Rikonan Bédié ne l'entend pas de cette oreille que des dissensions ou la division au sein donc de cette famille politique HDP est intervenue. Est-ce que, selon vous, c'est un débat politique qu'on essaye de ramener toujours sur le terrain de l'opinion, ou c'est peut-être un problème plus profond chez Mme Zat? À mon avis, ce sont des propos politiciens et pas très affirmatifs. Vous le voyez sur d'autres antennes, en train de vous dire, je verrai. On verra 2020, c'est pas la porte à côté non plus. Hein. Et c'est pas aussi loin que ça qu'on ne le pense. Et d'autre part, vous le voyez dire, je vais passer la main à une génération de jeunes. Mais il est dangereux pour un chef d'État de désigner son dauphin alors que le match n'a même pas encore commencé. Et vous voyez bien qu'il y a cette bataille-là entre l'ancien président de l'Assemblée nationale, le président Soro Guillaume, le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, et même le Premier ministre, Bon Coulibaly. Il y a une bataille qui ne dit pas son nom. Et si vous écoutez les antennes tout dernièrement de France 24, il y a notre frère, ministre, ancien ministre de la retenu illégalement par la CPI, qui dit qu'il a aussi des ambitions. Tout à fait. Avec la bénédiction évidemment du président Laurent Gbagbo. Mais ça veut dire que la jeunesse, elle est prête, comme le dit mon co-débatteur. Il a fait une très bonne analyse en disant, oui, voilà, il est temps qu'il dégage. Et vous voyez, c'est le même scénario. Et ça se rabat sur la plupart de nos pays. C'est le même et on recommence. C'est un éternel recommencement. Nos chefs d'État, aujourd'hui, n'ont plus sur eux cette ambition-là, comme ça se faisait dans les temps antiques, de préparer et de passer le pouvoir. Moi, je suis là jusqu'à ce que le destin en décide autrement. Mais la suite, elle n'est pas préparée. Si la suite, elle n'est pas préparée, le pays part dans le décor. Donc, si aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas préparée à travers ces anciens-là,
souffrons que demain n'augure pas d'une sérénité vraiment concertante. Alors, la sérénité, c'est tout ce qu'on souhaite pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. On a vu, par exemple, la gouvernance Ouattara avancer. Il y a des chantiers, il y a le développement, mais on a l'impression que les problèmes politiques, notamment au sein du PDCI, sont de nature à saper, je dirais, l'ambiance politique dans le pays. Les gens sont tristes, les gens se demandent de quoi demain sera fait. Est-ce qu'aujourd'hui, le PDCI gagne quelque chose à ne pas pacifier les choses? Parce que visiblement, il y a beaucoup de cadres PDCI qui ont accepté la méthode du président Ouattara, qui travaillent donc au sein de ce RHDP-là, mais on a visiblement l'impression que le président Igouan Bédié tient bon et ne veut pas du tout de cette alliance-là, quitte à perdre même tous les cadres de son parti, puisque la grande majorité du directoire même du PDCI a déjà rallié le camp Ouattara. Et en 9 ans, bientôt, le président Ouattara a posé un certain nombre d'actes dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui que même l'observateur le plus lambda ayant l'humilité devant les faits doit pouvoir reconnaître. Et lorsque l'on a participé à la gestion de cette res publica dans un duo Henri Konan Bédié et Ouattara, on se doit de faire preuve de retenue pour ne pas vomir soi-même dans la marmite qu'on a portée pendant 5 ans avec le puissant de l'instant ivoirien. Et la sérénité dépasse le souhait. Et la sérénité doit être lue dans les agissements et dans les décisions prises par les uns et les autres. Mais nous assistons à un discours malencontreux de la part de Ouattara qui évolue, mais dans la négation. J'ai du mal à croire ou à porter un homme qui, dans un discours précédent, a estimé qu'il est temps pour lui d'abandonner la gestion de l'État parce qu'il a atteint l'âge d'être appelé pépé et qu'il faut penser à la jeune génération. Je ne comprends pas ce dernier lorsqu'il affirme sans coup férir sur France 24 que ma décision est déjà prise ou presque prise, mais je vais consulter mes amis pour qu'elle soit définitive. Je ne comprends pas celui-là lorsqu'il modifie la Constitution en 2016 dans l'intention de briguer un 3e, voire un 4e mandat. C'est comme si... Il a rassuré qu'il n'avait aucunement l'intention de briguer un autre mandat. Voilà, et aujourd'hui, il tient un autre langage. C'est comme s'il est assis seul devant une mare à s'amuser à y lancer des pavés. Donc, il n'est pas sérieux. Il est Kofidia. Il n'est pas sérieux. Je ne vous arrête pas. Est-ce que la lecture ne pourrait pas se faire aussi, parce qu'on a vu dans d'autres pays où les chefs d'État ont désigné des dauphins, mais ces dauphins-là ont pris des coups de partout. Est-ce que ce n'est pas aussi, je dirais, de la sagesse politique de ne pas s'avancer sur le terrain et de confirmer ce que tout le monde attend? Est-ce que ce n'est pas de la hauteur d'esprit politique aussi, au vu des expériences dans d'autres pays, de rester calme et de ne pas permettre le combat? Parce qu'aujourd'hui, on va y aller, il est Kofidia, il y a au moins 3 à 4 ministres, avec rang de ministre d'État pour la plupart, ou de Premier ministre, qui sont présidentiables, qui ont l'âge requis, qui ont les compétences requises pour servir la Côte d'Ivoire au plus haut sommet. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit, sous le prétexte de l'ambition politique de la présidentielle, laisser cette bataille-là se faire dès maintenant? Les gens auront plus, je dirais, envie de parler du fauteuil présidentiel plutôt que de penser aux affaires de l'État, à la gestion des ministères. Puisque aujourd'hui, les ministres, ils ont rang de ministre, ils sont parfois députés en même temps, ils sont parfois maires en même temps, ils cumulent tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas simplement de la sagesse tout court de refuser d'ouvrir cette boîte-là qui pourrait être une boîte de Pandore? Aujourd'hui, cela s'appelle de la ruse. Or, la ruse avilit la politique.
comme elle dégrade la religion. Ce que fait Ouattara, c'est un jeu de ping-pong qui risque de lui exploser en plein visage. Il se comporte comme si, en tant qu'homme d'État, l'État est sa propriété, sa famille ou sa coterie. Ce n'est pas possible. Si votre bilan est bon et que vous choisissez un dauphin, il sera plébiscité. Lorsque votre bilan est mauvais et que vous choisissez un dauphin, il sera complètement enterré. C'est ce qui est arrivé en RDC. Parce que les gens ont des yeux, pas pour manger, mais pour voir. Et ce que nous voyons, l'honnêteté ou l'humilité intellectuelle nous amène à apprécier. Et les faits, dans certains cas, parlent plus que les actes. Donc, vouloir jouer à ce jeu ou à cette stratégie politique, comme vous l'avancez, pour l'encourager, et dans sa digression, dans sa distraction, comme quoi, s'il se déclare trop ou s'il donne trop vite sa position, il pourrait susciter une guerre entre ses plus proches ou il pourrait appeler l'opposition à mieux se préparer pour abattre l'autre. Non. Vous savez, le problème fondamental de Ouattara aujourd'hui, c'est celui-ci. Est-ce que Henri Konan Bédié sera candidat du PDCI? Est-ce que dans les îles européennes du FPI, du leader du FPI, est-ce que le FPI ne peut pas proposer un candidat qui pourrait à tout moment me renverser? Donc si mes amis d'hier veulent se présenter, pourquoi ne pas forcer les choses et continuer? Parce que la Côte d'Ivoire est dans une stratégie, et il est bien placé pour le dire. Il y a le Libéria, il y a la Guinée, et c'est une zone à sécuriser. Et c'est une zone à haut risque, donc à sécuriser et à pacifier. Et donc, un homme d'État est pris de ce souci de pacifier et de sécuriser son pays, devrait penser quand même à passer la main à la relève. La Côte d'Ivoire a trop tourné déjà autour de cette trilogie, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié, Alassane Dramane Ouattara. Ces trois têtes-là, ce monstre à trois têtes-là ne peut appeler qu'une seule chose en Côte d'Ivoire, c'est la rébellion, c'est l'insurrection. Et les jours à venir s'annoncent extrêmement mauvais. Il faut renouveler la classe politique. Je renchéris, si vous permettez, juste en une minute, ce qu'il dit. Mais le troisième larron, c'est Soro Guillaume. Ah oui, Soro Guillaume n'a pas encore dit son dernier mot. Je renchéris sur ce qu'il dit en disant il a déjà nommé une kyrielle de ministre. Mais attention, ça c'est la bataille interne au RHDP. Mais il y a une bataille externe, celle d'abattre politiquement aussi Soro Guillaume. Merci pour le... Selon vous, aujourd'hui, on veut abattre le président Guillaume Afonso. Ah non, c'est connu. Politiquement, il faut le... Ça a commencé par son renvoi du président de la présidence de l'Assemblée nationale. Mais est-ce que ce renvoi-là ne peut pas se défendre aussi? Parce que si vous n'êtes pas d'une famille politique, vous ne pouvez pas être représenté cette famille politique-là au plus haut sommet de l'État. Dans aucun pays, le président de l'Assemblée nationale n'est issu d'une minorité parlementaire. Vous êtes d'accord avec moi que quand on va à la conquête du pouvoir, il y a des règles qui sont définies, il y a des accords qui sont passés. Et tout passe, la quiétude de l'État passe par le respect de ces accords et principes. Si à la dernière minute, comme il le dit mon co-débatteur, nous jouons 11 contre 11, et que pour une raison donnée, lui, il décide par exemple de revenir en arrière, n'est-ce pas, et de changer. Attendez, on ne change pas les règles en plein jeu, en plein cours du match. Hein. Je finis, et le prochain président viendra de vous. Mais si en temps, je commence pas à lorgner dans mes ministres, alors que le contact, les contrats, toutes les dispositions que nous avons prises en marche ensemble pour aller vers une troisième présidence qui ne serait pas RHDP, mais peut-être le candidat du président Bédié, si tout est faux de cet instant, souffrez que le président Bédié se lève et prenne le taureau par les cornes. Et c'est ce qui se passe. Et là, on va chercher les vieux dossiers. Et les vieux démons se réveillent avec. Alors là, il a dit, la Côte d'Ivoire, que Dieu la protège. Alors, le débat s'est fait aussi sur la question du concept d'ivoirité. Hilaire Kofidja, beaucoup ont dit que c'est le géniteur de ce concept-là, en l'occurrence le président Henri Konan Bédié, qui ramène le débat sur ce terrain-là aujourd'hui. Est-ce que, selon vous, le débat
est lié au concept d'ivoirité ou le débat doit-il être dissocié? L'ancien président Henri Konan Bédié est en paix de vitesse et il cherche à se rattraper. Et mécontent de ce que Ouattara n'est pas allé au bout de ce que hier ils ont retenu comme compromis, il ne tente pas tous les moyens de l'abattre. Et tout en oubliant le bilan économique et le bilan infrastructurel de Ouattara qui parle pour lui, qui plaide en sa faveur. Je ne suis pas allé en Côte d'Ivoire, mais j'ai rencontré pas mal d'Ivoiriens qui estiment que, même si sur certains pas, on ne peut pas apprécier la gouvernance Ouattara, il faut reconnaître que Ouattara a fait redorer à la Côte d'Ivoire ses lettres de noblesse. Et il faut comprendre un peu Bédié, parce que ça fait déjà longtemps que Bédié n'a plus goûté aux délices du pouvoir. Et au lieu de voir à travers l'élection une opération par laquelle les citoyens libres se choisissent leurs dirigeants, il veut déjà appeler les uns et les autres à ce que et son adversaire, ami d'hier, le président Ouattara, est en train d'utiliser des manœuvres et frauduleuse, ou de faire appel à ce que j'allais appeler des stratégies dolosives pour pouvoir gagner coûte que coûte les élections. Et c'est pourquoi il ramène l'ivoirité de façon voilée. Et ce qu'il dit ne me plaît pas, parce que ces accusations, ce n'est rien d'autre que des cheminettes. Et ce n'est pas bon qu'un chef d'État puisse tenir de pareils propos. Et il faut garder l'âme d'un homme d'État et penser à la génération, penser à ces victimes des crises politiques. Et plus de 3000. Plus de 3000. Et vous, alors que vous vivez encore, vos femmes et vos enfants vivent encore, et comment sur les derniers publics, de l'État, il faut avoir un peu la crainte de Dieu et savoir arrêter les choses. Et à dire, revenir aujourd'hui à agiter le vocable d'ivoirité qui a fait tant de victimes, c'est fait preuve de bassesse, et qu'il arrête avec ça. S'il ne peut pas battre Ouattara sur le terrain électoral en battant campagne ou en se tenant au minimum de ce qui a été retenu, qu'il prenne un peu de la hauteur et qu'il ait la grandeur d'esprit de dire autrement les choses. Voilà. Souleymane Hamzat, j'aimerais aussi vous demander, est-ce que aujourd'hui l'impérieuse nécessité n'est pas de ramener tout le monde à la table de négociation, n'est pas de parler de paix, parce que le concept qui est aujourd'hui ressorti et la réaction prompte du régime qui a durement critiqué les propos de l'ancien chef de l'État montre quand même que il y a ce besoin de paix, de calme-là qui est aujourd'hui mis à mal. Les évêques sont sortis, ils ont appelé à la paix et à la retenue. Est-ce que ce n'est pas dans cette direction-là qu'il faut aller aujourd'hui, coûte que coûte? Inévitablement. Il n'y a rien sans le dialogue, hein, n'est-ce pas? Moi, je vous ai dit, moi, je suis partisan de la non-violence en tout. Il faut vraiment venir me mettre un truc sur la tête pour que mon réflexe militaire se réveille. Je suis partisan de la paix, moi. Donc, vous voyez, j'ai participé, même, je vous le disais tantôt, même à des comptes consultés sur l'article 35 de la Constitution à l'époque, sous le général Guy Robert, dont j'ai été le garde de corps personnel. Vous vous rendez compte qu'il était une question de et ou de maire ivoirien. Ce débat-là, ça a mené la Côte d'Ivoire des dimensions qu'on a connues. Le président, c'est la preuve. Le général Guy Robert a été tué après c'est rentré dans une guerre ethnique, après c'était devenu les massacres de Douekoué, et cette rébellion, et ainsi, et ça ne s'est pas arrêté jusqu'à là. Donc, je suis d'accord avec lui que les propos du président Bédié, en ce moment, s'ils ne sont pas la bienvenue, moi, je n'accepte pas. Mais en même temps, ayons l'œil pour voir, analysons. Il y a des forêts qui sont décimées en Côte d'Ivoire, sur des milliers d'hectares. Vous allez-y poser la question, parlez-leur Agni, Bété ou Djoula ou machin. Ça parle une langue étrangère. C'est une réalité.
Allez en Côte d'Ivoire, prenez un vol à 1 heure de Cotonou là. Descendez là-bas, allez, faites du tourisme. Vous vous rendrez compte? C'est dévasté sur des milliers de... Et les Ivoiriens se plaignent. Quand je dis les Ivoiriens, c'est ceux qui sont nés là, qui étaient depuis 60 ans. Ils se plaignent de... On a pris nos terres, machin. Quand vous revenez en ville, vous voyez des Ivoiriens qui dorment dans des cimetières. Vrai ou faux? Ça s'est vu, c'est sur le net. Et c'est la faute à Ouattara? Attendez, il y a bien quelqu'un qui gère un régime. Celui qui gère ce régime-là, il a une politique politicienne, financière, économique et socioculturelle. Si à un moment donné, on rase des villas parce qu'on veut faire du moderne et on veut faire sortir des immeubles et que la population se retrouve dans des cimetières, je trouve ça inacceptable. Sur ce plan-là, je suis coagulé. Je n'ai même pas d'état d'âme par rapport à ça. On est là pour gérer, à aider à une population à être heureuse. On n'est pas là à créer la misère à la population. Moi, mon vote, quand je vous le donne, c'est dans l'espoir que vous améliorez mes conditions de vie. C'est pas pourquoi vous me les pourrissez. Si vous me les pourrissez au prochain vote, je vous mets dehors. Je vous demande de dégager. Et je vais chercher tranquillement. Donc, ce sont aussi les dommages collatéraux, n'est-ce pas, d'une exploitation, je dirais, abusive du pouvoir d'État. Je suis là, je règne en maître et personne ne parle. Et bon, allez me casser le stade de l'amitié, on casse le stade de l'amitié parce que je vais mettre une autoroute par là. Mais l'autoroute aussi, elle a ses avantages, quelque part. C'est vous dire quoi? Je pèse le pour et le contre. Je ne suis pas dans le camp Bédier parce que les propos qui tiennent sont des propos inacceptables en ce moment-ci, où la paix est fragile en Côte d'Ivoire. Mais je suis aussi en train d'analyser les réalités socio-culturelles. L'Ivoirien aujourd'hui souffre. Moi, j'y vais tout le temps. L'Ivoirien souffre. Et vous baladez votre micro sur n'importe quel trottoir, ils vous le diront. Mais l'argent, elle roule dans une autre sphère. Vous voyez des... C'est même incroyable. Il y en a quelqu'un dont je ne cite pas le nom ici, un observateur très averti, qui dit, mais qui ne comprend pas comment se fait-il que des immeubles sortent de terre en Côte d'Ivoire comme des bouts de pain? Mais le développement, c'est quelque chose qu'il faut. Le développement, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Cher ami, on parle de développement que quand le palier de l'aménager est satisfait, quand les besoins fondamentaux sont satisfaits. Le chemin aujourd'hui n'est-il pas le bon pour satisfaire le panier de la ménagère, comme le dit Souleymane Hamzat? Parce que, quoi qu'on dise, on ne peut pas décourager la sortie d'immeubles ou la vue ou les constructions. On peut pas parler de développement sans encourager l'érection d'infrastructures. Si je peux m'opposer contre un remplissage de Ouattara, je m'oppose contre ce que vient de dire mon vis-à-vis en payant le mandat ou les actions de Ouattara tout en noir. C'est faux. Ouattara a fait des choses qui portent aujourd'hui la Côte d'Ivoire et refuser de le voir, de l'entendre et de le dire fait de nous des autruches. À côté de l'Ivoirien qui souffre, comme vous le dites, il y a des Ivoiriens qui vivent. Il y a des Ivoiriens qui vivent. Et on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Si donc l'intérêt général doit primer sur l'intérêt particulier, il faut aller à l'intérêt général. Et l'intérêt général justifie la visibilité même du développement. Parce que démocratie et développement constituent un couple inséparable. Il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Il y a pas de démocratie. Je suis désolé. J'assume. Si le président Riconon Bédier a la liberté de dire ce qu'il dit, c'est qu'il y a... Écoutez, il y a la démocratie. Laissez-moi vous démontrer qu'il y a la démocratie en Côte d'Ivoire. Il est confiné à l'aider. Il n'y a pas de démocratie. Qu'appelons-nous démocratie? Nous devons le concepteur à Napoléon Bonaparte. Il nous dit le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ouattara, en 2015, a été élu à 83%. Non. C'est le peuple qui l'a choisi. C'est un président démocratiquement élu. Il a un gouvernement. Il y a les organes de contre-pouvoir, à savoir l'Assemblée nationale et la maison justice. Et même si on peut vous concéder un brin de vérité de ce que vous dites, sauf que Montesquieu, dans son ouvrage intitulé Dans l'esprit des lois, disait que c'est une vérité universelle, que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à même trouver des limites.
qui le dirait. Et je vous dis, la vertu même a des limites. Et il poursuit en disant, pour qu'on n'abuse pas du pouvoir, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Donc, s'il y a une institution capable d'arrêter Ouattara ou de dire au président Ouattara que son bilan est mauvais, c'est l'Assemblée nationale, la maison justice et en dernier ressort le peuple. Parce que vos populi, vos pays, la voix du peuple est la voix de Dieu. Le peuple ivoirien est là. Laissez-les juger. Ne nous dites pas sur ce plateau qu'il n'y a pas la démocratie en Côte d'Ivoire. L'État ivoirien est un État fondamentalement démocratique et le développement de la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'a rien à voir avec le développement dans mon pays où on a créé que des exilés, où on a créé que des fuites par et d'autres. Donc, si je peux me permettre cette comparaison, j'envie la Côte d'Ivoire et la politique qui se fait aujourd'hui est la bonne. Ce que je déteste, ce que je refuse, c'est le remplissage, c'est la volonté de forcer et de faire un troisième, voire un quatrième mandat. Voilà, alors aujourd'hui, il y a l'ONU qui s'est aussi positionné clairement face à la situation en Côte d'Ivoire et qui a demandé de la retenue pour 2020 notamment pour que les élections se passent dans la sérénité. Est-ce que, selon vous, le fait qu'une organisation aussi, je dirais, importante et très en lien avec la crise qu'a connue jadis la Côte d'Ivoire se prononce très tôt, est-ce que c'est opportun selon vous? Je vais être très amer vis-à-vis de l'ONU. Très amer. Quand vous faites le bilan de l'ONU en Afrique, c'est un bilan, il est au-delà du négatif. Aussi bien sur le plan politique, militaire qu'économique. Il n'y a rien qui se passe avec le... Vous prenez le cas du Congo, c'est un bordel. On n'ira pas là-bas, on va rester en Côte d'Ivoire. Le cas de l'ONUCI. Vous prenez le cas de l'ONUCI. Dans la guerre qui a opposé les deux fractions rivales, c'est-à-dire à l'époque celle de Bouaké et celle du régime Gbagbo. On sait quel a été le rôle de l'ONUCI. Nous n'allons pas... Je remonte. Répondez à ma, répondez à ma question. Est-ce que selon vous, la position de l'ONU qui, très tôt, prend position sur la crise ivoirienne ou sur le contexte politique actuel en attendant 2020, est-ce que selon vous, c'est opportun? Il y a une opportunité à toujours amener la paix et le dialogue dans une nation. Mais pas comme celle de la Côte d'Ivoire où il y a des préalables. Quand je parle de préalables, et je voulais en venir, je voulais faire juste un tracing pour vous remonter aux actions de l'ONUCI jusqu'à là. Ça me prendra du temps. Donc restons-en à votre question. Il y a le désarmement. Ça n'a jamais eu lieu. Le concept de... comment ils appellent machin réconciliation, comment ils ont appelé ça? Il y a un concept qu'ils ont initié et pour lequel d'ailleurs même le président Koulibaly en était le président. Je crois que c'est comme il voulait initier un truc genre de ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Ça a été fait. Avec échec, cuisant. Ça suit son cours. Et, ah non, c'est terminé. Ça, cette page-là, elle est fermée. Elle n'est pas fermée. Je vous le dis, elle est fermée. Les appels à la paix, les appels à la paix. La preuve, les amis d'hier continuent à se battre et de manière farouche. Le combat politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est pas un combat déguisé. Il est ouvert, il est en plein jour. Et ça se passe au vu et au su des institutions comme l'ONU. Où était l'ONU quand tout ça se passait? Il y avait des accords politiques entre eux. Pourquoi l'ONU ne va pas un peu s'immiscer pour demander au président Ouattara? C'est pas le devoir de l'ONU. Mais dans un souci d'apaisement, pourquoi ils ne vont pas s'opposer? Ils l'ont bien fait ailleurs. Encore que nous ne sommes pas au courant sur ce plateau. Ils l'ont bien fait. Si cela a été fait ou non. Si vous me permettez, oui, ils l'ont bien fait ailleurs. Comme au Libéria, par exemple. Où ils ont dit non, ça va être comme ça. Et si vous n'êtes pas d'accord, on va vous chercher. Et ça a été le cas. Et le président Taylor a été déporté. Et ça a été le cas avec beaucoup d'autres personnes. Il faut reconnaître que l'ONU aussi vit ses intérêts. Et l'ONU n'a pas les moyens de sa politique. Contrairement à ce que vous pensez, l'ONU n'a jamais arrêté une guerre en Afrique. Elle n'a jamais su régler les problèmes de division. Je vous le dis, je l'assume. Voilà. Hilaire Kofi Dia, c'est la vérité. Votre avis sur la question et le positionnement de l'ONU. Faites le bilan et donnez-moi des exemples. Vous n'en verrez pas un. Ce que dit M. Souleymane est fondamentalement grave. L'ONU, le secrétaire général de l'ONU, en la personne de Mohamed Ibn Chambas, a appelé et les Ivoiriens à redoubler d'efforts pour la présidentielle de 2020. Parce que selon moult observateurs, elle s'annonce tendue.
et voudrait que l'élection soit un synonyme de paix. Et l'ONU ne viendra pas faire le travail à votre place. Vous tirez sur l'ONU comme si l'Organisation des Nations Unies doit se substituer à l'État ivoirien pour venir régler les querelles des clochers. C'est pas ce que j'ai dit. Pour venir régler. Non, c'est ce que vous tentez de faire. L'ONU anticipe. L'ONU anticipe. Nous allons nous écouter. L'ONU anticipe. L'ONU prévient. Et voudrait que si, entre-temps, des préalables n'étaient pas encore solutionnés ou traités, que les uns et les autres fassent des efforts louables pour qu'on puisse avoir une élection transparente et pacifique. C'est le minimum que puisse faire l'ONU. C'est le minimum recommandable pour une partie extérieure à un État. Et qui voudrait que dans la sous-région, les citoyens puissent vivre librement en paix. Donc, lorsque vous dites que l'ONU ne va quand même pas chercher des mesures contraignantes ou coercitives pour obliger un État à obéir. Ah, si, ça s'est fait ailleurs. Je viens de vous citer ailleurs où ça veut dire que l'ONU est au-dessus de la souveraineté de l'État. L'ONU est au-dessous de la volonté de l'État. L'ONU se substitue à l'État. Le Libéria qui était un exemple à l'époque. Donc l'ONU a pris un coupe-coupe et a demandé au Libéria si vous ne faites pas ça, on va vous faucher. Je vous renvoie à l'histoire du Libéria et vous rentrez compte. Des choses étaient reprochées à l'époque au président Charles Taylor. Ce n'est pas comme si on est allé le prendre allons même au-delà. Aucun truc là. Ce n'était d'ailleurs pas le thème de ce débat. Allons même au-delà de Charles Taylor. Arrêtons-nous même à dos. Qui sont ceux qui ont permis l'entrée de Plan Johnson sur Monrovia. Allez fouiller, vous verrez. Des choses étaient également il y a un certain nombre de choses à donner. Des choses étaient également reprochées au président Charles. Non, mais je suis d'accord avec vous. Oui, mais je dis que jusqu'à là... Les principes sont les principes. Il est bien d'appeler à la paix. Mais il y a des préalables qu'il faut régler. Quand votre maison est en feu, je ne vais pas m'asseoir à dire il faut attendre les pompiers. Si je peux mettre un coup des choses étaient également reprochées. Je ne suis pas d'accord avec l'ONU. Moi, déjà, l'ONU... Votre avis... L'ONU ne viendra pas faire le travail. Votre avis est clair, mais des choses étaient reprochées aussi bien au président Charles Taylor je n'en disconviens pas. Samuel Doe. Je n'en disconviens pas. Nous allons revenir sur le thème de la Côte d'Ivoire. C'est une question très importante. Je voudrais vous demander, Hilaire Kofi Dia, par rapport à la position des évêques qui ont quand même été très clairs. Ils ont appelé spécialement le gouvernement pour un véritable désarmement. Visiblement, même les leaders religieux sont en train de s'imprégner davantage de la chose politique. On a vu le cas RD congolais avec la CNCO notamment, qui sort régulièrement pour exiger parfois des choses aux dirigeants. Est-ce que c'est une stratégie qui est aujourd'hui en train d'être multipliée en Afrique? On a vu d'autres pays où les prélats ne sortaient pas trop, mais visiblement, les évêques ivoiriens ont décidé de donner de la voix. Quel est votre avis sur leur positionnement? Si nous sommes d'accord que la loi de 1901 a consacré la division de l'État avec l'Église, il faut reconnaître que le comportement affiché par nos politiciens, non pas nos hommes d'État, ont amené l'Église à s'immiscer dans les dossiers éminemment politiques. Et cela est utile, d'autant plus que le prélat incarne. Le prélat, c'est l'incarnation de la paix, de la vérité, de la réconciliation et du pardon. Et lorsque l'homme de Dieu intervient dans une crise politique, c'est simplement pour pouvoir amener les deux parties à s'entendre. Et non pas, je ne parle pas de l'homme de Dieu qui veut aller à l'Assemblée. Je parle de l'homme de Dieu qui veut se transformer en député. Je parle de l'homme de Dieu neutre. Et c'est sa neutralité et son impartialité qui permet aux acteurs de cette crise-là de pouvoir accorder leur violon pour trouver une sortie ou une issue qui puisse favoriser les deux parties. Et donc, c'est applaudi ce que fait le prélat, mais le prélat doit rester dans un schéma fondamentalement neutre pour attirer l'attention des uns et des autres sur ce qui a manqué et sur ce qui peut être corrigé pour que la Côte d'Ivoire puisse en sortir grand. Parce que si le paysan aime voir une vache avant de l'acheter,
L'électeur, lui, il aime reconnaître d'abord celui pour qui il veut voter. Donc, et c'est dans ce sens que le prélat doit amener les partis à comprendre que ce qui les rassemble dépasse ce qui les divise. Et ce qui les rassemble, ça nomme la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a existé, existe et existera encore. Parce que, aussi bien Konan Bédié, Ouattara, Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, ils passeront. Mais la Côte d'Ivoire restera ad vitam aeternam. Voilà. Votre avis sur l'implication des religieux en Côte d'Ivoire? Moi, je suis toujours perplexe quand il s'agit de mélanger la religion politique. Moi, je suis... C'est un athée. C'est un athée. Sinon, il ne peut pas dire ça. C'est un athée, M. Souleymane. Coagulé, convaincu. Vous ne me connaissez pas. Sur le date, allez-y. J'y vais. Répondez à ma question. Alors, moi, je suis toujours perplexe quand il s'agit du débat religion-politique. Pourquoi? Le Vatican est avant tout le premier État politique qu'on connaisse. Je mets au défi qui viendra me dire ici sur ce plateau de Sika TV, ce cible plateau-là, que ce n'est pas le cas. Deuxième point. Donc pour vous, la religion, elle est déjà politisée. Deuxième point. Non, répondez à ma question. Pour vous, la religion est déjà politisée. Ah mais qu'est-ce qui crée des conflits partout que nous voyons là, Boko Haram, machin, tout ça. Tout ça, c'est de la religion mélangée à de la politique. Sous-entendu business. Bon, on ne viendra pas sur ce débat, mais je dis, dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est bien, comme dans le cas du Bénin, où le prélat a dit, non, voilà notre avis sur la question. Mais attention, il devient de plus en plus politique et impliqué, il s'implique davantage dans... Il faut savoir les raisons garder, et savoir garder une certaine neutralité pour permettre aux choses de bien se faire. Quand vous vous affichez déjà, dès le matin, vous affichez vos couleurs, souffrez que ceux qui sont tapis dans l'ombre, parce qu'il y en a beaucoup qui sont tapis dans l'ombre et qui vous regardent et qui sont mais des experts de la conspiration. Donc selon vous, et qui, au vu de ce que vous dites, au vu de ce que vous dites, sont capables de renverser, n'est-ce pas, la vapeur en conseillant vos vis-à-vis. Donc c'est délicat. Moi j'aurais été à la place des prélats. C'est bien d'appeler, mais il ne faut pas prendre parti. Oui, mais dans leur lettre qui a été lue, ils ont demandé, il n'y a aucun appel ou aucune prise de position. Ils ont appelé à la paix, ils ont demandé. Aujourd'hui encore, nous lançons un appel pressant au nom de la paix pour une vraie réconciliation. Tous désarmons nos cœurs, nos bouches et nos bras, car il y va de la vie de notre nation. Je suis entièrement d'accord. Les propos sont clairs. Oui, mais ce sont des propos religieux qui touchent des sensibilités comme des gens comme nous qui croyons en un Dieu. Oui, mais tout le monde ne croit pas en Dieu. Les évêques sont aussi de la population. Tout le monde ne croit pas en Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Le prélat. Vous êtes d'accord avec moi que tout le monde ne croit pas en Dieu? Et partant, a-t-on besoin de croire en Dieu? Et partant, vous voyez, a-t-on besoin de croire en Dieu pour écouter l'appel d'un prélat qui mais évidemment, puisque c'est un homme de Dieu. Celui qui est dans son temple du diable là-bas, vous pensez qu'il écoute l'homme de Dieu? Il n'écoutera pas. Les religions cohabitent et sont des religions de paix dans toutes les nations africaines. De nos jours, avec votre permission, de nos jours, c'est beaucoup plus sensible et délicat de débattre des problèmes liés à la religion, à la politique. Vous le savez bien pour moi. Un appel de ce genre qui court à la paix, je suis d'accord sur le principe, mais je ne suis pas d'accord sur le contenu. D'accord. Votre avis est clair. Le prélat est un acteur de la connivence. La connivence est la sœur de la confiance. Et la confiance, contrairement à mon ami Souleymane, est la mère de tous les bulletins de vote. Donc lorsque le prélat s'initie en faisant preuve de neutralité, et d'ailleurs le discours, les mots sont bien choisis, c'est synonyme d'unification. C'est synonyme de pacification. Je ne veux pas souvent contredire mon fils. C'est synonyme d'unicité, de l'unité recherchée pour qu'un État puisse survivre à une crise. À mon ami Souleymane, qui dit être musulman sur ce plateau, il a des brins d'athée. Parce qu'il ne peut pas. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas affirmer. C'est la fin. Il ne peut pas affirmer sur ce plateau
que le rôle du prélat est intéressé. A priori, a posteriori, a fortiori, le rôle du prélat est neutre et c'est utile aujourd'hui pour nos démocraties à dire moribondes. Voilà, votre avis est clair. Vous êtes Hilaire Kofidia, juriste, analyste politique. Ah oui, même en 2 minutes. Non. En 1 minute. En 15 secondes. En 15 secondes. Je reviens sur le propos des prélats, par exemple. Rapidement. Par rapport à notre pays ici, où quelqu'un dit qu'il faut retourner au préalable de la conférence nationale. Ce sont des propos qui sont bien droits et qui ont un objectif. Oui. Donc, quand on dit que le prélat est neutre, non, je ne suis pas dans le cas. Et le deuxième, ça me concerne. Vous n'êtes pas souvent sur mon tapis de prière pour m'accompagner dans les prières. Donc, vous ne pouvez pas savoir si je suis à terre. Voilà. C'est bon. Merci beaucoup. Le débat était très enrichissant. Vous êtes Souleymane Hamzat, président du mouvement patriotique de la jeunesse panafricaine. Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était un thème très important, très sensible aussi, mais nous allons partager encore une fois avec vous l'appel des prélats ivoiriens, des évêques qui étaient donc en conclave à Beauville. Aujourd'hui encore, nous lançons de nouveau cet appel pressant au nom de la paix pour une vraie réconciliation. Tous désarmons nos cœurs, nos bouches et nos bras, car il y va de la vie de notre nation. Ce sera tout pour cette émission.